viens de Toulouse pour Expression Mixte de... En fait, je viens d'entendre que c'est pour un jumelage avec Toulouse. Du coup, pour la deuxième édition, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On va être à Toulouse, on va être à Bruxelles, on va être partout, on va voyager, on va dans les prides partout. Je vous aime, mes choux. Tu savais que dans le monde, il y a 193 pays et 69 qui condamnent encore la communauté LGBTQ+. Lesbiennes, bisexuelles, gays, homosexuels, asexuels, pansexuels, etc. Dans 11 pays, les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort. S'aimer n'est pas un crime, mais l'homophobie l'est. Je suis d'origine burundaise et je suis en Belgique depuis plus de 20 ans. Et donc j'ai su que j'étais lesbienne. Déjà à 10 ans, je savais que les garçons, c'était pas pour moi. Et comme ma famille n'est pas très ouverte, donc c'était mieux de le cacher. Sauf que quelqu'un de la famille l'a dévoilé à ma place. Quand j'étais enfant, à l'école, quand je regardais les filles, j'étais plus attirée par elles que par les garçons. J'ai pas vraiment eu de copines ou quoi en Afrique parce que c'est interdit déjà. Donc, tu peux pas te le permettre. Je suis arrivée ici quand j'avais 12 ans. Donc, c'était dans la famille que j'étais accueillie parce que je suis orphelin. Et alors, une fois que j'ai eu 18 ans, là, je pouvais partir et être libre d'être qui je voulais être. Parce que déjà, quand on te dit tu es possédé par le diable, je pense que tu ne dois pas rester là, il faut te sauver, sauver ta vie par tous les moyens possibles. Donc, tu prends un studio, une chambre et tu prends le risque parce que c'est comme ça que tu vas être heureux et rencontrer la femme que tu aimes et faire sa vie avec. Parce que sinon, dans le milieu africain, ça c'est impossible. Je suis partie pour mieux vivre ma vie de lesbienne. Le fait d'avoir quitté l'Afrique, c'est clair que c'est un soulagement parce que si j'étais restée là-bas, je pense qu'en Afrique, une femme, c'est mariage, enfant, etc. Donc, comment échapper à ça, je ne sais pas, j'arrive pas à m'imaginer. On sait déjà qu'est-ce que tu dois faire de ta vie, quoi. Ta vie est déjà organisée par ta famille, alors que, je sais pas, c'est ta vie quand même, tu fais quand même ce que tu veux. Moi, c'est Akab, je suis d'origine franco-marocaine. J'ai vraiment réussi à comprendre que le monde que je vivais dépendait de mon état d'esprit et de la façon dont je le concevais. J'ai su très jeune, très tôt, que j'étais attiré par les garçons. Mais du coup, c'était compliqué à gérer entre la violence de ma mère, les parents divorcés, mon échec scolaire, la vie dans plusieurs endroits différents, et en plus d'être attiré par les hommes, alors que tout le monde est attiré par
par les femmes, c'était très difficile à gérer parce que je faisais semblant. À un moment donné, j'ai fait semblant de sortir avec une fille. Je me souviens toute ma vie qui m'a dit, on a fait mimer de faire l'amour dans les toilettes. Et ça me mettait mal à l'aise et elle me dit « Ah mais tu niques pas fort !» Tu m'étonnes, j'ai pas envie de toi en fait. C'est juste socialement parlant, je suis là, il faut sortir avec des filles, donc c'est compliqué. Et après, ce qui était intéressant, c'est que pour me rapprocher des garçons qui m'attiraient, et ben en fait, je convoitais les filles avec lesquelles ils sortaient. Donc j'essayais d'embrasser les copines des garçons que j'aimais bien, donc ça générait des comportements bizarres. Je m'appelle Gérard, j'ai 68 ans bientôt, je suis belge et je vis à Toulouse. Et il y a 8 ans, j'ai rencontré un garçon sur une application et j'ai quitté ma femme en fait. On s'est installés à Lille, tous les deux. Je vais dire que pour moi tout s'est bien passé. Ma famille a tout accepté. Évidemment, c'est facile, mes parents étaient décédés, donc c'est un peu plus facile. Mais sinon, ma situation n'a embêté personne, sauf mon ex-femme, que je comprends bien d'ailleurs. Et je vais ajouter que j'ai un fils qui a 42 ans. Et la fille de mon fils est transgenre. Et il y a 3 ans, elle a commencé sa transformation. Et tout s'est bien passé pour elle aussi, en fait. On m'a beaucoup posé la question, tu es devenu homo à 59 ans? Ben, j'ai dit non. Moi, quand j'avais 12 ans, je regardais déjà les braguettes, c'était les garçons que je regardais. Mais c'était les années 70, en fait, aux années 70 pour les Belges. Et comment dire, quelque part, tout s'est bien passé. J'ai bien sûr, à 16 ans, 17 ans, j'ai eu des expériences, mais ça n'a pas marché. Donc, quelque part, par habitude, je me suis marié. Bon, j'ai parlé de la transidentité de ma petite fille, bon, qui est vraiment en transition actuellement. Bon, ça a commencé vers 15 ans, elle a fait son coming out. Et là, c'était très accepté par ses parents, les parents comme moi en fait, libres dans leur tête et tout ça. La seule personne qui l'a pas accepté, c'est mon ex-épouse. Elle a eu très, très difficile de masculiniser ma petite fille, en fait, mais simplement parce qu'elle a un rejet de l'homosexualité par rapport à moi. Je pense que ma femme a fait un rejet par rapport à ça, mais maintenant, pareil, ça va, tout va bien. Mais maintenant, donner un conseil, vous avez un enfant transgenre, un petit enfant transgenre, franchement, pour moi, c'est venu naturellement, en fait, parce que je suis dans le milieu, je le connais, tout, bah, c'est tout. Je sais que c'est quoi d'aimer un garçon. Maintenant, je suis d'imaginer que je puisse naître dans un corps qui n'est pas le mien, mais je l'ai accepté sans problème. À la limite, j'étais fier. J'étais quasiment très fier d'apprendre que ma petite fille était transgenre et qu'elle l'a assumé si facilement à 15 ans. Je suis fils Jean Sirius. Je viens d'Haïti. J'ai 31 ans. J'ai été élevé dans une famille catholique très conservatrice. Mon homosexualité a été découverte par mon père et un ami m'avait emprunté un livre qui s'intitulait « Je suis homosexuel ». Et un jour, je lisais le livre et j'ai été descendre à la cuisine aider ma mère. Et mon père, il est monté dans la chambre et il a vu le livre sur mon lit et il a décidé de feuilleter un petit peu. Et lorsque je suis retourné dans la chambre, je l'ai vu avec le livre en main. Je ne savais pas quoi faire en fait. Je suis resté debout et lui, sa seule réaction, ça a été « on n'accepte pas ça ici et tu laisses la maison ». J'avais 17 ans à l'époque. J'avais pas encore terminé mes études secondaires et tout. C'est un moment auquel j'aime pas trop y penser parce que jusqu'à mes 17 ans, mon père, c'était le meilleur père qui puisse exister. On s'amusait, on donnait des blagues. On faisait tout ensemble, avec ma mère aussi. À partir de ce moment, ce que j'ai vu dans son regard, ça m'a fait avoir honte de moi. C'est comme si j'étais pas quelqu'un, j'étais plus son fils. Lorsqu'il m'a dit « on n'accepte pas ça chez moi et tu dois sortir de la maison », et je pensais que ma mère, elle allait dire non. Mais elle aussi, elle a appuyé mon père. Et double déception.
double déception. Je suis sorti le même jour, en fait. J'avais un ami à qui je parlais de temps en temps au téléphone. Je lui ai expliqué la situation et il m'a dit de venir le retrouver chez lui. J'ai été chez mon ami et c'est une période de ma vie que j'aime pas trop parce que j'ai été obligé de rester chez lui, être obligé de faire des trucs avec lui pour pouvoir terminer l'année scolaire et avoir un toit, avoir de quoi manger et tout. La première fois, ça a duré des heures. Je ne sais pas si ça a duré des heures, des minutes, des secondes, mais pour moi, ça a été long. Et je me rappelle aucune sensation, en fait. Je lui ai demandé de l'aide, en fait. Donc, quelque part, c'est moi qui ai voulu. Je le considérais comme un père, comme je dis. My name is Nurbek. I was born in Kyrgyzstan, and now I live in Belgium. I struggled a lot with my identity, especially with my sexual orientation and gender identity. I've had some struggles with my family, with the society, I guess, and maybe around 10, 12 years ago, I came out to my mom as a gay guy, as a gay man, which wasn't a very pleasant experience because at the end, my mom rejected me. My mom is a practicing Christian, so she actually tried to make me go through a religious conversion therapy. She tried to convince me to go join a church and join a youth group there. And she thought that that group would heal me from my homosexuality. Back then, I identified as a man, but now it's different. I have a totally different perception of myself, of who I am, how I want to express. But back then, I identified as a gay man, and so that's how I came out to my mom. And it was unacceptable for her. Ever since, we have not talked to each other, we haven't seen. But I am happy because it was a toxic relationship and I wanted to be away from that toxic relationship. And so I lived my life after that for a while. But I remember before moving to Belgium, I started to changing myself in the sense, the way I wanted to express myself. I started growing my hair. I started wearing more unisex outfits rather than choosing particularly male clothes. So I remember trying to express myself outside of the masculine norms. So my mom, I mean, we really had toxic relationship, I think. Every time I went to see her, we would have an argument. And the argument would be, first of all, of course, about marriage. When are you going to get married? When am I having grandchildren? Those kind of conversations really, really would tire me. And so one day I said, okay, this has to end. I have to tell her that I'm gay because I can't bear these conversations anymore. I invited my mom to my place over for a tea. I said, Mom, why don't you come over for tea and we talk? And came out to her and I said, Mom, I'm gay. And I just remember my mom's face. She just became pale. And she said, don't say that. You don't mean that. I said, Mom, I'm really gay. Like, it's been going on already for some time. And she said, and she started blaming herself first, of course. She started blaming herself. And I don't know if it's widespread, but in her understanding of Christianity, as she blamed herself, she said, okay, I need to wash your feet because it's my fault that you became gay. And she started bringing this bucket with water and washing my feet there in my apartment. And I remember I was bursting out crying and she was crying and these emotions all over. And I was saying, Mom, this is not your fault. Like, don't blame yourself. My mom, no, this is my fault. So yeah, but then she said, okay, if you're not doing that, then
I don't know you. You are dead to me. I can't accept a gay guy, a gay son. And so I said, okay, if you don't accept me, you don't accept me. And you know, I was also glad that these toxic relationships ended, because it was really mentally overwhelming. Because when those relationships ended, my quality of my life became really, really so much better. I'm originally from the Caribbean, from the island of St. Martin. I grew up there, but I was born in the Dominican Republic. So growing up in the Caribbean and being gay was never easy, mainly because it is something that is still not accepted until today. It's something that remains very taboo. No one speaks about it, although progress has been made, of course. For example, in St. Martin, there are a lot of people, a lot of gays who keep their identity, their sexuality undercover. We refer to them as being in the down low. And they do so because a lot of times of religion, of this shame that comes with being gay. And I think that overcoming this shame is one of the hardest things that there is to do. This is because accepting yourself, it's something that requires a lot of time, a lot of patience. You have to work on yourself a lot. I found out I was gay when I was during puberty, basically. A very tough moment for me because I had no one I could really talk to and explain how things were. I eventually talked to one of my sisters about it, who then talked to my mom. But then for a few years, it just remained secret. It was not until I was 20-something years old that I was finally able to do my coming out. I did my coming out about 5 years ago. I've never felt so liberated. I grew up in a very Christian household. This environment didn't allow for my sexuality to grow, for me to expand my sexuality, my horizon, my views. And once I came out, I was finally able to live life as I wanted to, and see that I was free. I was finally free. When I did my coming out, in general, my family was very accepting of the fact that I was gay. But I think that there is still some homophobia left in them, if I may say, because it's not because they accept me that they will accept it from everyone else, you know. I'm still trying to work on them to be more accepting of others in general. Actually, living in France has allowed me to be open about my sexuality. Because I know back home, especially living in an island where everyone knows each other, you're not able to go out and do the stuff you want, you know, without people judging you or minding your life, you know. If people ask me, like, what do I identify myself as, I would, like, straight away answer as gay. Although I feel that I identify as something bigger than that, I would say, because I guess the label does not encompass everything that I am, you know. I am more than that. And at the end of the day, I am just David. I'm just a human being. So that's what I would define myself as, just David. Au Gabon, en fait, actuellement, il n'y a pas de loi qui protège les homos ou les LGBTQI dans l'ensemble, ou même qui les incrimine, même si le pays a signé en fait la convention IDAO en 2011, qui avait été lancée par Louis Georgetin à l'époque où il était à SOS Homophobie. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 ans, dans un but en fait de propagande politique, les députés et les sénateurs en fait avaient voté une loi qui était censée criminaliser l'homosexualité à ce moment-là. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était en opposition avec la convention qu'ils avaient signée dans le cadre d'IDAO, ils l'ont en fait défaite.
Et à ce moment, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'homophobie dans le pays. Parce que jusqu'à présent, en fait, les Gabonais, ils étaient tolérants, mais vraiment dans le sens littéral du terme, hein. C'est-à-dire que pour eux, dans la majorité, ils trouvent que c'est contre nature d'être gay. Donc il y a une homophobie latente en fait qui existe au Gabon, déjà du fait de la culture de base, mais aussi de la religion, parce que c'est un pays qui est majoritairement chrétien. Et chez nous, on a le système qu'on appelle en fait les églises éveillées. C'est un type d'église qui fait un syncrétisme entre le style d'évangélisme américain et le style d'évangélisme africain. Donc c'est très prégnant, c'est très pieux et c'est vraiment appliquer la chrétienté de façon littérale, sans interprétation en fait de la Bible. Du coup, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là et je suis très tôt en fait que j'étais homo. Je pense vers 6 ou 7 ans, en fait, je savais que mon rapport avec les garçons était différent, même s'il n'y avait pas en fait le mot gay qui était plaqué dessus. Et comme il y avait cette culture de la honte en fait, des hommes qui aiment les hommes dans le pays, j'ai grandi avec une grosse homophobie intériorisée. Mais au Gabon, dans l'éducation des gens, en fait, c'est pas vraiment suivi parce qu'il y a tout ce côté en fait de masculinité toxique un peu viriliste où on part du principe que c'est un garçon, il a 12-13 ans, donc ses grands frères peuvent lui balancer des magazines porno ou des films porno, ça fait partie de l'éducation d'un homme et on en rigole en fait, voilà. Et il s'est passé quelque chose d'assez particulier dans ma vie lorsque j'avais 12-13 ans. Il y avait un ami de la famille qui devait avoir peut-être 10 ou 15 ans de plus que moi, qui aimait beaucoup traîner avec moi et que j'avais compris qu'il avait du désir pour moi. Il y a eu une envie de curiosité, pas sexuelle, mais peut-être de voir qu'est-ce que c'est en fait, mais d'être en relation avec quelqu'un qui a peut-être le même ressenti que moi par rapport aux hommes. Il est venu, il a voulu m'embrasser, je me suis laissé faire et puis ça a dérapé. Ça a dérapé parce qu'il a voulu des choses en fait que je ne voulais pas et que je n'étais pas prêt à donner. Malgré mon refus en fait, il a continué et il a fait ce qu'il avait à faire. Il est rentré chez lui et moi je suis resté en sang. À la partie que vous imaginez. Donc le lendemain, j'en ai parlé à quelques membres de ma famille qui ne m'ont pas cru, parce que c'était impossible que cet homme-là, déjà soit homosexuel, puisse faire des viols. Est-ce que même le terme homosexuel correspond? Parce que j'avais quand même 13 ans, j'étais mineur. Bon. Et pour eux, c'était impossible donc qu'il soit homosexuel et qu'il puisse faire des violences parce que c'était quelqu'un qui avait une telle image sociale rayonnante, propre, que c'était pas concevable. Donc moi, j'ai eu en fait un double abandon en fait. Hein. L'abandon de moi-même parce qu'à l'époque, j'avais estimé que je ne m'étais pas protégé, donc je me suis senti pas mal coupable. L'abandon de quelqu'un que je considérais d'être du même groupe que moi, du même groupe des homos, et que je pense que dans ma tête de jeune à l'époque, j'espérais qu'il serait devenu peut-être un mentor, quelque chose comme ça. Et aussi l'abandon de ma famille, en fait, qui ne m'a pas cru et qui ne m'a pas protégé au moment où j'en avais besoin. Bonjour, je m'appelle Brahim Naïdbalk. Mes parents sont d'origine marocaine. J'étais un garçon assez timide à l'époque. J'étais, si je puis dire, un peu dans les jupons de ma mère, contrairement à mes frères qui étaient déjà un peu des mecs, des bourrins qui adoraient le football, tout ça. Moi, j'étais quelqu'un qui... Je me sentais déjà à l'époque assez différent d'eux et je me sentais mal dans ma peau. J'avais cette espèce de mal de vivre déjà à l'époque que j'avais du mal à identifier. Et quelques temps après, j'ai fini par comprendre, mais c'était beaucoup plus après. Mais à ce moment-là, tellement que j'étais différent, différent pourquoi? Parce que
à 14 ans qu'on sent qu'on aime les garçons, on regarde plus les garçons que les filles, eh bien, c'était ça et j'avais ça. Et à l'époque, je me sentais comme quelqu'un qui n'était pas normal. Je n'avais pas de repères. L'homosexualité, je ne savais pas ce que c'était. Et c'était dur parce que je me souviens même parfois faire des tentatives de suicide où je prenais des médicaments pour partir tellement j'avais cette souffrance à l'intérieur de moi en fait. Être différent, sans pouvoir parler d'homosexualité, sans pouvoir dire qui on est, sans pouvoir en parler à sa famille, c'est terrible. Parce que en jouant au foot avec les frères dans le quartier, avec les gens, il y a cette homophobie qui règne. Quand on joue au foot, on entend souvent le sale pédé et autres. Dans la religion, le côté, quand on est homosexuel, souvent c'est haram. J'entendais tout ça en fait. Mais je ne pensais pas que moi j'étais ce que les gens échangeaient dans la famille, parmi les amis. Et on s'est installé dans une cité. Et là, l'enfer pour moi a commencé. Mes frères me traînaient au foot parce que, encore une fois, le foot, pour moi, c'était rien et c'était pas ma passion. En jouant au foot, un certain nombre de personnes m'ont un peu repéré. Je me souviens en ayant joué au football, des gens qui me tapaient aux fesses, qui me disaient « mais donne vite ton ballon, mais tu joues comme une tapette ». Tout a commencé comme ça. Déjà, ces mots-là résonnaient dans mes oreilles, dans mon esprit, et je ne voulais pas entendre ça parce que c'est comme s'ils me salissaient et que mes frères entendaient la tapette et autres. Je ne voulais pas de ça puisque j'étais l'aîné. Et je me devais l'exemple et l'éducation auprès d'eux. Un soir, je rentre après mon travail et un groupe de mecs m'interpelle. Ils étaient 5, j'avance et après à un moment donné, ces mecs-là venaient vers moi. Ils s'arrêtent, ils me barrent la route en quelque sorte et ils me disent « mais dis-nous que t'es pédé, dis-nous que t'es une tapette, dis-nous-le ». Moi, j'étais complètement tétanisé et à un moment donné, ce groupe de gens me font comprendre qu'il fallait que je les suive. Tellement tétanisé et peur, j'avais le choix soit de courir et de m'échapper à eux, soit de les suivre parce que, voilà. Et je les ai suivis tout simplement parce que j'étais faible, j'avais peur de tout, j'avais peur de ces insultes-là, je ne voulais pas entendre, j'avais peur le fait que je ne les suive pas, que j'allais les contrarier quelque part, donc je les ai suivis. En bas d'une cave, ces gens-là m'ont rabaissé la tête, ils m'ont poussé à leur faire des fellations. Je ne pouvais pas faire autrement que ça se termine, que je reparte. Qu'ils en finissent avec ce qu'ils ont fait, que je reparte. Après ça, c'était de la sodomie. Un d'entre eux donc, m'a sodomisé et en partant, en rentrant chez moi, je suis allé donc dans ma chambre. Et je suis tombé en pleurs, en fait, à pleurer avec tout ce qui s'est passé, à m'en vouloir. Et le plus terrible, dans tous ceux qui m'ont violenté et agressé, et je l'ai compris après, c'est que ce sont des personnes qui refoulaient une homosexualité. Ce sont des gens qui sont dans la misère sexuelle, ce sont des gens qui avaient pratiquement les mêmes origines que moi, hein, d'origine maghrébine ou musulmans, africains et autres. Des gens qui n'acceptaient pas leur homosexualité, qui la refoulaient et qui renvoyaient cette violence vers l'autre. Donc ils sont tombés sur quelqu'un de faible comme moi, qu'ils ont abusé. Je suis Hassan Jarfi, 69 ans, né à Casablanca, arrivé en Belgique à l'âge de 21 ans. J'ai été professeur de religion islamique. Je suis marié avec Nancy, une liégeoise. Nous avons eu 5 enfants. Il ne nous reste plus que 4 parce que Hassan a été assassiné. Vous savez, je suis suivi par un psychologue, etc. pour essayer de comprendre pourquoi certaines choses, n'ayant pas pu trouver la réponse différemment, donc je me fais aider par un psychologue. Et je pense qu'Hassan, il a tout de suite réalisé qu'il a 2 sœurs, Alia et Hind. 2 sœurs, lui et Hassan entre les 2. Mais ils jouaient tout le temps ensemble, il n'a jamais fait la comparaison entre garçons et filles. Pour ses anniversaires, je lui ai acheté un pistolet, je lui ai acheté un ballon de foot, etc.
Ça ne l'intéressait pas, il vivait plus avec ses sœurs. Et je les voyais dans le bonheur. Et puis à un certain moment, ces 3 flammes, ces 3 lampes, il y a une qui commence à faiblir. C'est celle d'Issan. Mais bête comme j'étais, je n'ai pas réalisé qu'il y avait quelque chose qui se passait. Les filles, elles avaient leur repère dans la maison, ce sont 2 filles, point barre, elles s'habillent en robe, etc., etc. Mais lui, il a commencé à réaliser qu'il n'a pas de repère dans la maison. Il commence à sentir qu'il était attiré par les garçons, mais il ne comprenait pas. Et nous, on ne peut pas lui donner une éducation homosexuelle. On ne lui donnait qu'une éducation hétérosexuelle dans laquelle il ne se retrouvait pas. Tout ce qu'on raconte, c'est pas pour lui. Il n'était pas là-dedans. Ce qui fait qu'il y avait cette lampe qui s'éteignait. Quand est-ce qu'il va se réveiller? C'est vers l'âge de 14 ans. Quand il était à l'école secondaire, il rencontre des garçons homosexuels. Et là, c'était sa joie. Parce qu'il a retrouvé des repères. Il a trouvé des gens qui lui expliquent. Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Ce que nous n'avons pas su le faire pour lui. Parce que je suis désolé, on a suivi la culture, la tradition et on a raté un enfant. C'est très important de savoir si on a un enfant homosexuel, de lui donner des repères pour lui et non pas toujours hétérosexuels. Parce qu'on éduque les enfants comme s'ils étaient tous hétéros et l'enfant homo, qu'est-ce qu'on en fait? Il a besoin aussi d'avoir ses repères, son cadre. Moi, c'est Aaron Zanan, j'ai 20 ans, j'habite ici à Bruxelles. Je suis influenceuse, modèle photo et activiste. En termes de discrimination, quand on est issu d'une famille d'origine marocaine et d'une religion musulmane, c'est très très difficile parce que depuis qu'on est petit, on nous entend dire que c'est interdit, que c'est pas bien, que si on est comme ça, on va aller en enfer, entre guillemets. Et donc du coup, ça reste dans notre tête et pour nous, c'est quelque chose avec laquelle j'ai vécu toute ma vie. Je me suis dit que ce que j'étais, pour moi, c'était pas bien et que je devais obligatoirement changer. Et pour moi, déjà, ça, c'est une discrimination. Alors moi, depuis toute petite, déjà, quand je me rappelle mes premiers souvenirs, j'ai toujours été différente. J'ai toujours aimé les choses de fille, entre guillemets. À l'école, je portais un sac de princesse, etc. Et j'ai toujours eu des insultes à cause de ça. Mais bon, moi, c'était quelque chose qui, pour moi, était naturel. Je me rappelle quand j'allais avec mes parents ou mes tantes dans les magasins, elles m'achetaient des Barbies. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Et j'ai toujours été regardée différemment à cause de ça. Et voilà, j'ai senti qu'en fait, à cause des autres, j'étais différente. Alors que pour moi, j'étais comme tout le monde. C'était juste ça que j'aimais et pas les voitures ou pas les choses de garçons, entre guillemets. Pour mes parents, en fait, c'était juste voilà, des Barbies, des choses, et pour eux, ça ne signifiait pas grand-chose. Alors que, voilà, pour moi, dans ma tête, je pense qu'ils ont toujours su que j'avais une orientation sexuelle différente et un genre aussi. Mais malgré tout, à cause de ce quoi ils croient, leur religion et tout, ils essayaient d'étouffer ça. Et après, pour mon coming out, j'ai pas vraiment fait de coming out. En fait, c'était du jour au lendemain. J'ai commencé à m'assumer de plus en plus et faire des choses qui me plaisaient et en public et pas caché dans ma chambre. Donc, j'ai commencé par m'épiler les sourcils. Puis après, j'ai commencé à mettre des vêtements plus moulants, à commencer à me maquiller pour aller à l'école. Aujourd'hui, j'ai un très très bon rapport avec mes parents. Malheureusement, ça a pris du temps à ce qu'ils comprennent ce que je suis et je ne les plains pas parce qu'ils viennent d'un milieu où c'est tabou. On ne parle pas, on ne dit pas le mot gay, on ne dit pas le mot homosexuel, on ne dit pas le mot trans, c'est des tabous. Donc c'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris aussi quand ils ont grandi. Donc je ne les plains pas. Après voilà, maintenant avec le temps ils ont compris, ils ont appris, ils sont éduqués sur ces sujets-là et ils m'acceptent et me respectent comme je suis et je suis très heureuse d'avoir cette chance-là. Alors moi aujourd'hui je m'identifie comme une personne transgenre, une femme transgenre. J'ai pendant beaucoup de temps hésité et je me cherchais, c'est tout à fait normal. Je m'identifiais d'abord comme une personne non binaire parce que pour moi, que ce soit mes vêtements, etc., ne reflétaient pas la personne ou le genre que j'étais. J'aime m'habiller comme je voulais m'habiller. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus femme que homme. Et, je préfère quand on me donne des pronoms féminins. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui je me vois.
My name is Shukri. I'm originally from Ethiopia. I'm a non-binary person, and I was born in a very conservative village where it was difficult for me to just express myself and be myself. So when I was like growing up, like as a teenager, I fell in love with somebody in my school, and it was my childhood friend. I was like feeling something like he have the same kind of feeling that I feel for him. So I was mistaken, but at that moment I didn't know because I was too young to just like think forward. So I was like, okay, let me speak with him. So I decided, and I meet him, and I was like, you know, I have a feeling for you. And he was like, what? You like push tea, kind of like disgusting thing in life, and he spilled on my face. I was like very emotional because I didn't expect that reaction from him. So he decided, like, I will tell everyone. I was like, please don't tell anyone, like my life will be destroyed, because I know how my family gonna react and the whole village gonna react. So, and it's very small village where like a small news can spread like everywhere. So it was much difficult for me. So when he said to everyone, like everyone know, and my family tried to gather together, because there is something called honor in my country and also in my village. It's called like honor is like, my family is like well-known family, so in my village, and if they hear this, their name gonna be bad, so they want to cover this and say, no, he didn't say this. So they gather together and they call me and say, is that what Ahmed said was true, or is it something which he made up? At this point, it was like, in my mind, I was like, if I don't say it right now, then there's no way that I'm gonna say in future or in my real all life. So I was like, let me just say, maybe I had a little, very, very little hope. So I say to my family, yes, what I said was true, and I don't know, I have this feeling. And they're like, no, you don't have a feeling. There is a devil inside you that you are possessed by this devil. And I was like, they're like, we're gonna treat you. I had no choice. So I say, okay, since I have no choice, I cannot say no, because my family are the one, like, I'm living with them and I have no other person. So I said yes, and they took me to a sheikh, which is a Muslim leader, and they told him that I am possessed and I'm feeling this way. So it's kind of, in that sense, it's called like conversational therapy. And I was really traumatized by that situation, because you go like, they beat me up without the shot, and like beat me with some sticks, and it's painful. It's something which really traumatized me for a long time. For that 3 months, it was every morning that I have to go. They take me there and they do the spiritual, and they also like, there's something spiritual water they use to just put on my face, and it's something which still sometimes I have like these traumas, and still now I have sometimes the trauma and flashback from that memory that is stuck in my mind. And so in this moment, I just hate my life, I hate myself, and something very bad like created inside me, which is like internalized homophobic, like hating myself, like just like what they say is true. I mean, I have to change, but it's like something which tells me like, you are not normal. There is something which is wrong with you,
and I hated myself. So I decided to end my life. At this time, my brother was the only person at home, so they rushed me to hospital again. So the only solution they had was like, okay, if we're gonna try to take him back to the therapy, he's gonna do the same thing. So the only solution is if like we marry him to a girl, he's gonna change. If maybe he have sex with a girl and he get married, maybe he will change. So when they arranged, my family had money, so they arranged the wedding, like a family wedding marriage arrangement, which is they talked to another family in Nairobi, and there was a girl like my age, so they decided to arrange the marriage. So I was like, I cannot do that. That's not who I am. That's not me. So what I'm gonna do is like to run away from this place, like from the city, from the village, but I didn't know how. So I found like an article about saying there is people, like 100 people pass through Libyan way to get to Italy. And for me, I choose this way because I'm like, if it's like I will commit suicide, I'm gonna like die, and that's one thing. But if I go through like this way, which is through the Libyan way, there is a little hope that I will survive and get there and just be myself. Pour moi, les thérapies de conversion, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, enfin de nom, mais j'en ai déjà vu, je sais ce que c'est. Je suis hyper contente qu'enfin il y ait une loi qui les interdise, enfin il était temps. Après, les thérapies de conversion, pour moi le souci aujourd'hui, c'est qu'elles sont cachées en fait. Il faudrait trouver les personnes qui les font, il faudrait les punir. Et il faut aussi donner de la force et le droit de parole aux personnes qui sont dans ces thérapies, parce qu'elles se disent qu'en fait elles ont personne à qui raconter ça, mais non, en fait il y a une communauté. Aujourd'hui les lois nous protègent. Après il faut savoir aussi qu'il existe des mini-thérapies de conversion. C'est quoi des mini-thérapies de conversion? C'est tout simplement des personnes de ton entourage ou de ta famille qui vont commencer à te dire que tu n'es pas dans le bon chemin, dans le droit chemin, que ce que tu es c'est interdit, c'est grave. Donc en fait ça te crée quelque chose dans ta tête et ça te fait croire que tu es une mauvaise personne, ou que tu vas aller en enfer, ou que ce que tu fais, ben voilà, c'est interdit, alors que pas du tout. Ce que nous sommes, c'est complètement normal. Et ça, il faut vraiment briser ce tabou-là. Et des exemples, par exemple, moi que j'ai déjà vécu, parce que ma famille est issue d'une conviction musulmane, on m'a déjà amené chez un imam pour parler avec lui, pour essayer de régler le souci que j'ai, pour essayer de me remettre dans le droit chemin. Et pour moi, ça, c'est une thérapie de conversion. Moi, personnellement, je suis passé par là avec mon gamin, pour vous dire la vérité, quand il était encore jeune. Je suis venu trouver un sorcier ici, un guérisseur qui fait des trucs talismans et machin. Et je lui ai dit, je pense que mon fils est habité par un démon homosexuel. C'est une femme. Il m'a dit, ah oui, je vois ce que c'est. Tu vas écrire ça, enfin tu vas prendre ce que je vais te faire et tu vas le mettre dans sa chambre. Et tu vas voir tout de suite le changement. J'ai pris le talisman, je l'ai collé au mur, je n'ai pas vu de changement du tout, non. J'y ai cru à un certain moment, je me suis dit, s'il reste homosexuel, quel avenir il va avoir le reste de ses jours, il va finir sa vie, c'est ce que je lui ai dit tout le temps, tu vas finir ta vie avec un petit chien dans la rue, alors que les gens, etc., il me dit, t'inquiète pas, arrête de te faire des films. Et ainsi de suite. Puis on connaît la suite. Je suis tout à fait contre ces thérapies-là. Tout à fait contre, parce que c'est des escrocs qui profitent du malheur des gens pour leur soutirer de l'argent. Et maintenant, je suis un autre homme. Hassan s'est toujours considéré comme musulman. Mais nous, on doit faire la différence entre le Coran et l'islam, la religion. Vous savez, la religion, je ne vais pas commencer à expliquer. Vous avez le Coran et puis vous avez la tradition, c'est-à-dire la vie du prophète, ce qu'il a raconté, ce qu'il a fait. Et puis vous avez les jurisconsultes, les gens qui réfléchissent dans l'islam, les savants musulmans. Eh bien, tous ces gens-là font ce qu'on appelle la religion. Quand on s'adresse à l'islam, par exemple, du Coran, qu'est-ce qu'on a? On a si ce que tu dis n'est pas mieux que le silence, alors tais-toi.
fait du bien autour de toi. Celui qui tue une personne, c'est comme s'il a tué toute une communauté en entier. L'amour des parents est sacré. La fidélité est sacrée. On trouve des valeurs morales qui font aujourd'hui la base de la morale universelle que tout le monde rechercherait. Et puis, paf, tout d'un coup, si vous trouvez un homosexuel, vous devez le jeter du plus haut des sommets, avec des pierres au-dessus. Vous devrez fouetter, vous devrez couper la main au voleur, etc., 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 etc. Il y a un clash entre les deux. Je crois qu'Hassan a choisi de l'islam ce qui était meilleur pour lui. Et il a ignoré le reste, tout ce qui était contraignant. Moi, personnellement, je me refuse de prendre position. Je pense que les garçons qui ont rejeté l'islam, c'est qu'ils sont arrivés à un point où ils n'ont pas trouvé d'autre alternative. Et ça, c'est la faute des savants musulmans, des musulmans qui n'ont pas réussi à conjuguer l'islam selon la réalité du moment. Si aujourd'hui on va à l'université de la faculté de médecine, on n'y va pas sur le dos d'un chameau. Non, parce qu'on s'adapte. On prend le bus, le métro, le tram, la voiture, à pied, etc. Donc si on s'adapte, on doit adapter aussi sa façon de réfléchir pour vivre dans la société actuelle. On ne peut pas vivre dans une société d'il y a 14-15 siècles avec la mentalité en vivant dans la technologie d'aujourd'hui. The journey was really painful journey. We go by walking in for 5-6 hours. Sometimes they take us by car, sometimes we walk in the Sahara. You don't eat nothing, you don't eat food. It was for almost 12 hours without drinking water, and in the Sahara the weather it's so hot, and the Libyan way is the same, struggling because it's still through the Sahara. From Sudan to Libya is through the Sahara. This from Sudan to Libya is 4 days by car and then by foot. In this way there is no food. We didn't eat for 3 days, and it's very a dangerous way to take. But at this in Sahara moment, when we didn't have these people left us in Sahara, and they're we're gonna bring for the whole day in the sun. They're we're gonna bring food and water for you, and then they just left us for 2 days in there without food, without drinks. We are starved and not have anything to drink. And I see one person in front of me. Oh. It's something really struggle for me, because I see one person die in front of me, and I couldn't do anything because I was also struggling. I couldn't move because I didn't drink water, I didn't anything, and just because my family didn't accept me and I go through all this, it's something which I couldn't imagine. So he died in front of us and nobody do nothing, because we are all laying and we don't have no energy to even wake up and say, hey, how are you doing? Just he died. And in the second day, after we stay in the Sahara, they come and they are okay guys, we bring some water, and they give us a little water. And then they didn't bring food, it's just the water. And they put us in the car, and we are oh, there is one person die, and they're no, we don't care, he died, he chose to this way, we don't care. The people who are alive is alive, let's move on. And we take the car, and from there they take us by car to Libya. Finally we arrive in Libya, and when we arrive to Libya, these people are even more dangerous, because they say, call your family. If the money doesn't come,
in a month, then your body is the money. Like your kidney, your liver, everything you have inside your body is money. So at this point, I was like, can I call my brother? And then my brother, I accepted my call. I told him we are in Libya, and they need again like $3,500. And he say, I don't know, I can't help you. And I told him, if you don't help me, these people are gonna take my kidney and they're gonna kill me. And he say, okay, talk to your uncle. Maybe he can help you. He gave me the number of my uncle. When my uncle is somebody who is leader, which is a Muslim sheikh in the mosque. He's the leader of the Muslim leader, which is sheikh, which is like lead in prayer and everything. So I was really know the reaction, how it's gonna be, because when I was in Ethiopia, he was the one like pushing my brother to take me to conventional therapy. But when I call him and I say, my uncle, I'm gonna die and they're gonna take my kidney. And he say it's better you die, and our honor will be good if you die, and I don't care you die or not. For me you are already dead, he told me, because from the moment you tell us who you are dead. That's what he say, and always that it's stuck in my mind and make me feel really bad about myself, because from somebody like from your own blood family to tell you that it's better you die. I'm sorry. Yeah. Pour vivre leur liberté après avoir vécu des traumatismes dus à l'acceptation de leur identité, certains n'ont pas d'autre choix que de fuir leur famille, leur pays, leur culture, oublier leurs racines afin de se reconstruire ailleurs pour tout recommencer. I remember when I moved here, I wanted to explore everything that has to do with LGBTI life here. Going to the gay district here in Brussels, trying to attend queer events and places. So I remember we went to a disco club. It's called La Démence. And so the theme was, of course, you had to come half naked or in some kind of an underwear attire. And being a very non-binary person and expressing myself in that way, I decided to wear a lingerie to this event. And when I went to La Démence, of course, it was a very, very cis gay environment. A lot of guys half naked, you know, in G-strings, and then there I am in a very, let's say, I think I was more like trans, feminine looking person there at the club. And so I was having fun. I was having a lot of fun because I was there with my friends. And I remember that on the second floor of the La Démence, there was a dark room where people had sex. And so I went there just out of curiosity. I wanted to see how people were having sex and just watch, you know. And then I went up there and then I was watching and really not bothering anybody. And then all of a sudden, a security guy comes up to me and says, you can't be here. And I said, why? And he said, like, this is not the place for trans people. And I was shocked. And then the security guy said, well, somebody complained, so you have to leave. And so when I came down the ground floor, there was a sign on the wall saying no trans people, and I didn't see that. So apparently that's how somebody
complained, and then the security guard asked me to leave. And I said I was pissed. I said, you know what, I'm not leaving until you give my money back, the money that I paid for the entrance. And you know, they said, yeah, sure, we'll give you your money back, just leave. Récemment, j'ai vécu une violence un peu particulière verbale. Je sortais de la commune de Saint-Gilles. J'allais retrouver ma bailleuse. Je marche dans la rue. J'étais côté gauche. Il y a quelqu'un qui arrive côté droit, en face de moi. Et à un moment donné, nos regards se croisent. Et il se met à hurler « Toi, les gens comme toi, je les tue, je sais pas quoi ». Plein jour, à côté de la commune. Ça m'a donné un grand frisson parce que c'est la première fois que je vivais que j'étais confronté à une agression, clairement. Ça m'est jamais arrivé avant. Ça m'a fait une bonne montée d'adrénaline, mais j'étais très alerte. Du coup, j'ai continué mon chemin, j'ai pas bronché, j'ai pas réagi et j'entendais que la voix s'éloignait, donc je ne me suis pas retourné. Et quand je suis arrivé vers ma bailleuse que j'adore, j'avais besoin de déposer ça, quoi. Je lui ai dit, mais je viens de vivre pour la première fois une agression. Enfin, je n'ai pas compris. Le gars, il était tout balafré, hyper vénère, juste parce que mon regard a croisé le sien. Il m'a menacé en me disant que les gens comme moi, il les... Voilà. Et l'agression que j'ai vécue la première fois de ma vie, eh ben, c'est à mon travail. C'est la responsable qui a dévoilé les données que j'avais écrites dans le papier, les données qu'on complète quand on trouve un travail. Donc, nom, prénom, l'adresse avec qui tu vis. Elle a dévoilé le fait juste que j'étais lesbienne. Elle a été dire au personnel, un personnel homophobe, et elle-même, elle était homophobe, je pense, la responsable, parce que pour faire ça, c'est déjà illégal. Et en plus, bah, tu sais que les gens ils vont m'agresser, tu vas leur dire ça, et bien ensuite, une vieille dame congolaise qui s'est mise à s'acharner sur moi, qui a commencé à dire t'es possédé, les gens comme toi, on les tue en Afrique. Alors là, ben, je me suis dit où je suis tombée. Je me suis demandé où est-ce que j'étais. Parce que la responsable, elle était juste là, dans la pièce. Elle faisait rien, elle faisait que rire. Que rire à chaque fois que je me faisais insulter. Et là, ben, t'es impuissant parce il y a 6 personnes, tu te fais insulter, ils sont tous là, personne ne bouge. Donc, tu te sens vraiment impuissant et perdu, tu te sens seul. Et on travaille dans une cuisine. Je me suis dit, mais on est dans une cuisine, il y a des couteaux partout. On travaille avec des couteaux. Je me suis dit que je dois surveiller mes arrières parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça allait aller. Ensuite, ben, ils m'ont viré tout en disant « Ah, mais tu travailles très très bien. Donc, alors, pourquoi tu me vires si je travaille très bien ?» Déjà là, c'était déjà bizarre. Donc après ça, ben, je me suis dit, je ne vais pas en rester là quand même, je vais faire quelque chose. Donc j'ai pris rendez-vous à Unia et j'ai porté plainte contre elle. Et alors, ben, Unia a envoyé un courrier à la direction. Et ensuite, ben, ils ont dit que j'ai dit tout ça parce que je n'avais pas aimé d'être virée. Mais comme il n'y avait pas de témoins, ni de preuves parce qu'il n'y a personne qui voulait parler. Et du coup, ben, après, ben, je me suis écroulée chez moi pendant 3 mois. J'arrêtais pas de pleurer, incapable de retrouver un autre emploi. La première grosse attaque que j'ai vécue, en fait, celle qui reste en mémoire, c'est lors des fiançailles de mon meilleur ami. Il avait décidé de se fiancer, mais c'est pas permis chez nous en fait. C'était juste une petite fête, juste pour échanger des vœux, mais rien de légal. Il y a une zone, on peut dire que c'est une bidonville. Et les invités, lorsqu'ils venaient, tout le monde voyait tout ce beau monde. Ça leur a fait se poser des questions et se rapprocher pour savoir ce qui se passait. Et ils ont appris que c'était une cérémonie pour des gays. Ils ont commencé à envoyer des pierres sur la maison. On était tous enfermés
en dedans parce qu'ils ont barricadé la porte pour ne laisser personne sortir. On a juste éteint la musique et on a fait plus de bruit. Mais après, ils ont commencé à faire des cocktails Molotov. Et c'est là on s'est dit, ah, ça c'est foutu. Et ils ont encerclé la maison. On était stressés, on était accroupis comme ça, en se disant, est-ce que c'est notre dernière heure, en fait? Et finalement, la police, elle est venue. Et je me suis dit, ok, pourquoi ne pas tenter faire une demande de visa pour laisser le pays. Et me voici en Belgique. Après, l'homophobie, oui, ça c'est du tarlouse dans les groupes WhatsApp, enfin des insultes, tout ça. Mais curieusement, plus je prends du poids, plus je fais du sport, plus je deviens baraqué, l'homophobie que j'ai aussi baisse. Alors, je ne sais pas si c'est parce que pour les gens, je deviens plus imposant, donc ils se disent que si on lui fait de l'homophobie, peut-être il va lui mettre une claque. Ou alors, pour eux, est gay celui qui est dans le stéréotype, et donc un mec qui n'a pas trop de manières et qui est un peu costaud, il n'est pas gay, donc on ne lui balance pas. En fait, il y a une sorte de présomption d'hétérosexualité là, alors que je suis gay. Après, en tant que gay, moi sur les sites de rencontres, bon, il y a les classiques, pas de blague, pas machin, ça peut être de l'ordre des préférences. Mais moi, je me suis déjà fait insulter parce que j'ai dit à un mec, en plus poliment, hein, que je n'étais pas intéressé. Moi, j'ai eu du type sale nègre, enfin, ce genre de truc. Alors que c'est le mec qui t'aborde et que tu lui dis que voilà. Et il y en a un qui m'avait vraiment touché. C'est un monsieur qui m'avait parlé, donc je lui ai dit que j'étais flatté par son intérêt, mais que ce n'était pas réciproque. Et souvent sur les réseaux, lorsqu'on répond comme ça de façon polie, les gens pensent que c'est une porte ouverte pour continuer avec insistance. Donc après, je lui ai dit que, mais non, je ne suis pas intéressé. Il a insisté et je ne lui ai pas répondu. Il m'a envoyé une insulte neutre. Et là, en réponse, je lui ai dit que, en fait, la non-réponse sur les réseaux était une forme de réponse et que déjà, je lui avais répondu avant, donc pourquoi il insistait? Et là, il me sort en fait que je suis ingrat et impoli, je ne suis pas comme mes frères africains qui l'aident dans les associations caritatives dans lesquelles il œuvre, et tout un truc qu'il a sorti en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, le mec, non seulement il est dans une position paternaliste et condescendante, mais l'associatif pour lui est un vivier pour piocher en fait les personnes qui sont en situation de vulnérabilité et peut-être les mettre en situation d'homosexualité circonstancielle, parce que je ne suis même pas sûr que les gens dont ils occupent étaient forcément gays, quoi. La source de l'homophobie, transphobie, etc., c'est souvent des personnes, dans mon expérience, qui eux-mêmes sont frustrés par peut-être ce qu'elles aiment et qui ont besoin de rejeter cette haine sur les gens. Moi, j'ai beaucoup eu de discrimination, d'insultes de personnes qui eux-mêmes étaient homosexuels, tout simplement parce qu'ils ne s'assument pas. Et comme ils ont une oppression à cause de leur famille ou de leur religion ou de leur culture, ils ont besoin de rejeter ça sur les personnes qui, elles, s'assument et vivent pleinement leur vie. Et d'un côté, je peux comprendre que voilà, c'est difficile pour certaines personnes, plus difficile à cause de leur culture et d'où elles viennent, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut rejeter cette haine-là sur les personnes qui s'assument. Au contraire, il faudrait s'inspirer et s'assumer. Je pense qu'il y a un malaise dans la société. Ce malaise, il se transforme par une forme de transfert qu'on peut déployer sur son chien, son animal, son voisin, quelle que soit la situation. Et en général, les personnes qui sont très très lâches, je vais dire, ils s'attaquent à des personnes vulnérables pour avoir le soutien de la société. Parce que n'oublions pas que un homophobe, quand il attaque un homosexuel, il ne fait que répondre à une demande latente de la société. Donc là, personne ne viendra dans la société pour lui dire « qu'est-ce que tu fais, tu ne dois pas faire ça », etc. Au contraire, on va peut-être lui prêter main forte pour achever ce garçon homosexuel. Donc moi, ça vient de la culture, ça vient du fait social. Comment combattre ça? Depuis l'enfance. Depuis l'enfance, si on condamne la violence, on doit la condamner à tous les niveaux et non pas
en choisissant sur une carte, on ne peut pas taper les gens, mais les homosexuels, bien, etc. Non. Alors, partant d'un crime homophobe, qui est la mort de mon fils Ihsan, et que d'autres personnes aussi ont été tuées, il n'y a pas que mon fils, eh bien, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces personnes-là? On est toujours en train de galérer aujourd'hui. La loi a fait son travail. Et ça, je dois tirer mon chapeau. Chapeau bas à la justice. Malheureusement, la société n'est pas encore en mesure de suivre ce que la loi a fait. Comment peut-on travailler avec des élèves sans travailler avec leur famille, avec leurs parents? Ce n'est pas possible, hein, parce qu'un enfant, il n'est pas partagé seulement avec l'école, il est partagé avec sa famille, il est partagé avec la rue. Eh bien, c'est ça qui doit faire un triangle qui permet d'avancer, si bien que ce qu'on dit à l'école, on le dit à la maison et on le dit dans la rue, et on peut avancer. Ce que j'ai compris, c'est qu'un enfant qui naît, il a une nature, il a des orientations qui sont dictées par cette nature-là. Ça, c'est la première chose. Donc, être homosexuel, c'est naturel. Comment est-ce que moi, je peux choisir un moment de vie et lui pas? Au nom de quoi? Ce que pense ma culture maintenant de l'homosexualité, ma culture, elle est double. Elle est schizophrénique. Ça existe dans les cultures. On les connaît. Dans l'histoire, il y en a. Mais personne n'ose en parler. Et alors, pour bien faire, on condamne l'homosexualité pour paraître comme tout le monde. Ce désir de désirabilité, je trouve qu'on doit le supprimer et qu'on doit enlever le masque. Parce qu'à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, on n'arrête pas de porter des masques et on ne sera jamais authentique. C'est pour cela que pour moi, la culture doit faire un effort, donc c'est la société qui doit faire un effort de prendre ce qui est bon dans la culture, qui nous permet de vivre ensemble, et de condamner et de rejeter et de renier tout ce qui est négatif. J'ai fait ce livre pour faire comprendre un certain nombre de choses à un grand nombre de personnes, et surtout à ces gens qui refoulaient cette homosexualité-là. Parce que aujourd'hui, le truc, c'est que moi, à une époque, j'étais emprisonné, mais eux, ils sont toujours emprisonnés, alors que moi, je suis sorti de tout ça quelque part. Moi, quand je vois ces types, la plupart du temps, j'en ai rencontré un, il y a d'ailleurs pas très très longtemps, il était avec ses enfants, il avait sa femme voilée, soi-disant qu'il pratique ce type-là, quand on sait ce qu'il m'a fait. Et il m'interpelle un jour, parce que j'ai été pas mal médiatisé, il me dit « Mais tu n'as pas honte d'oser parler d'homosexualité à la télévision, qu'on te voit? Parce que tout ça, chez nous, c'est haram, ça ne se fait pas. Il n'y a pas d'homo chez nous. » Et j'avais envie de lui dire « Mais attends, tu t'es regardé? T'es autant homo que moi, puisque avec tout ce que tu m'as fait, t'es naturellement homo, en fait. » Et sa femme, elle était voilée, mais voilée de la tête aux pieds, carrément. Et je me dis « Mais comment ces gens-là, ils ont de l'emprise sur leur entourage? » Sa femme, la pauvre, qu'elle soit voilée, c'est un fait, hein. Mais je veux dire, quand on voit ce qu'il m'a fait, je me dis, mais comment il peut se permettre de tenir ce discours-là? Quand il m'a croisé, j'avais pas osé lui dire tout ce que je raconte là maintenant, parce que j'avais pas envie de revenir en arrière, tout ça. J'ai passé mon chemin et je suis allé de l'avant, en fait. En Haïti, il y a plusieurs associations qui luttent contre l'homophobie, mais c'est couvert par la lutte contre le sida. Mais ils font des démarches pour aider des homosexuels et tout. Et il y a eu cet événement. C'était le festival Massimadi, en fait. Et c'est un festival que le gouvernement canadien allait faire en association avec Courage. Courage, c'est une association qui lutte contre l'homophobie, la transphobie et le sida en Haïti. Et lorsque la population a pris peur de ces événements, ils ont fait des manifestations. Et ils ont battu des homosexuels dans la rue. Moi, à cette époque, je suis resté fermé chez moi, je ne suis pas sorti ni pour travailler. J'avais même faim. À un moment donné, j'avais tellement faim, mais j'avais peur de sortir, sinon parce que on aurait pu m'attaquer à cause de Massimadi. Pourquoi tu es homophobe? Tous ces insultes que tu sors là, pédé, pédale, tapette, tarlouse, fiotte, et même chez nous les Congolais, on dit Tatou Kanji, ça signifie la tante. La tante, c'est l'homme qui est une pédale, qui n'est pas assez viril, qui n'est pas assez masculin. C'est péjoratif. Arrête tes bêtises, s'il te plaît.
Est-ce que tu sais que ton comportement, quand tu nous insultes comme ça, quand tu nous frappes, c'est puni par la loi dans le pays où on vit? Éduquez-vous, éduque ta communauté, éduque ta famille, arrêtez d'être homophobe. J'ai envie de dire à tous les homophobes que, quoi qu'il en soit, que ça les plaise ou non, on existe, on a toujours existé et on existera toujours grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous a tous créés. If there's a message I would send to people who are homophobic is just stop fearing other people. We are here, we're just human as you are, and we shouldn't be your tool of violence, you know. You shouldn't be violent toward us, you know, because we're just humans and we're trying to get by every day just like you are. Personnes homophobes, je leur souhaite d'avoir dans leur famille un fils ou une fille qui soit gay. Je pense qu'ils vont être quelque part un jour obligés de l'accepter. C'est tout ce que je leur souhaite. Maintenant, je pense qu'ils sont un peu bêtes. Often homophobic or LGBT-phobic people, they justify their position with religion. And I think that's hypocritical, because religion has other ways of also accepting and living in harmony with others. So I would just say, don't be hypocrites. Le message que je souhaite passer aux homophobes, c'est que moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais compris comment on peut être contre les gens qui sont différents de nous. Et je me dis qu'à un moment donné, les homophobes, ils ont un problème avec eux-mêmes quelque part. Ils doivent se remettre en question. Moi, je ne suis contre personne, j'aime tout le monde. Et je ne comprends pas que les homophobes, absolument, ils ont ce désir d'aller violenter verbalement ou physiquement les personnes et d'être contre une façon de vivre. Ils doivent se remettre en question, ces gens-là. Pour les hétéros homophobes et transphobes, fuck you. The message that I'm gonna give to a person like me, it's not gonna be easy, but just be yourself whenever you're safe. And you don't have to be, you can still be in closet and just accept yourself. Just be yourself, like in future, be yourself when you're ready in safe environment where it's not gonna risk your life, because some places it's really dangerous, like that they can kill you or do anything to you, but be yourself. The important thing is just be safe. Alors moi, ce que je conseillerais donc aux personnes qui ont peut-être une trajectoire proche de la mienne, c'est de trouver un espace de sécurité intérieure et extérieure très très rapidement et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir vivre leur vie en dépit de la honte et de la pression familiale, parce que c'est un temps fou qu'on perd et c'est une pression qu'on se met et on vit sa vie avec des masques en fait. Et moi maintenant je pars du principe que même si on accorde de l'importance à ce que pensent les gens, tu sais pas vraiment ce qu'ils pensent et puis c'est très probable qu'ils en aient rien à carrer en fait de ta life. Apprendre à se connaître comme on est et être fier de ce qu'on est quelque part. Oubliez les histoires culturelles, oubliez la religion, oubliez ceux qui ne veulent pas de vous comme vous êtes, et vous finirez grand et vous grandirez comme ça en fait. C'est ça qui est important. Et moi, s'il fallait que je refasse ma vie avec tout ce que je dis là, je serais un homme heureux tout simplement. Un message pour les personnes LGBT, jeunes, vieux ou n'importe, on est qui on est, et on s'accepte tel qu'on est, et les autres, ils n'ont pas leur mot à dire, on vit notre vie et puis c'est tout. S'il faut partir, si on est en danger, il faut partir très loin pour vivre heureux, comme on l'entend. Vivre une vie qu'on a envie de vivre, on n'en a qu'une, donc il faut profiter de la vie. Danser, faire la fête. Alors toutes les personnes qui sont encore dans le placard, qui regarderont cette vidéo, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment faites-le aujourd'hui. Trouvez cette force, trouvez cette chose
qui vous donne tellement envie d'être vous-même que vous n'aurez peur de rien du tout et que vous le ferez. Trouvez aussi un ami à qui vous pouvez le dire. Sachez que personne ne vous jugera. Moi, j'ai eu tellement peur de le dire à mes amis à l'école, mes copines, etc. que le jour où je leur ai dit, ils m'ont dit mais en fait ça change rien. Mais par contre, attendez-vous aussi aux réactions négatives, ça c'est normal. Mais ces personnes-là, vous les nextez, vous restez dans le positif. Moi, je pense que si on se donnait tous, ne serait-ce que des sourires, ça se passerait déjà peut-être beaucoup mieux. Et alors bon, si on veut aller au stade encore au-dessus, faisons-nous des câlins. Les câlins, c'est la vie. J'ai compris une chose, hein, malheureusement ma barbe est blanche, j'aurais dû trouver ça beaucoup plus tôt. La clé, c'est l'amour. J'ai aimé mon fils et j'ai été déchiré entre la religion, la culture et l'amour pour mon fils. Mais je crois que j'aurais dû choisir de prendre mon fils dans mes bras. Et c'est ça qui me torture. De lui dire, papa, baba, je sais que tu es homosexuel, mais on n'en a rien à cirer, mon gamin. Je suis avec toi et tu es mon fils. Je crois que ça lui aurait donné beaucoup plus de moyens dans sa vie. C'est une faute que j'ai faite. Si j'ai un message à adresser aux parents, c'est votre fils, c'est le fruit de l'amour. C'est pas le fruit du péché, non, c'est le fruit de l'amour. Eh bien, aimez-le. C'est votre enfant, parce que si vous ne l'aimez pas, qui va l'aimer à votre place? Alors, à vous de réfléchir. Aimez-le tant qu'il est vivant, parce qu'une fois qu'il sera mort, vous serez comme moi, en train de passer votre vie à pleurer.